Bonjour à tous et bienvenue à cette 11e édition du Salon S'expatrier mode d'emploi 100% digital. Je suis Corinne Manjou, journaliste à RFI. L'Allemagne est le pays invité de cette 11e édition et notre conférence lui est consacrée. Quatrième puissance économique mondiale et première économie d'Europe, l'Allemagne est le pays européen qui, jusqu'à présent, a le moins souffert de la crise sanitaire et qui recrute donc davantage que ses voisins de l'Union européenne. Alors, comment trouver un emploi en Allemagne aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, Agnès Carabi, chargée des relations publiques à l'ambassade d'Allemagne à Paris, accompagnée de Juliane Lem, la directrice des relations publiques à l'ambassade. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Avant de commencer, un mot peut-être sur le centre d'information et de documentation de l'ambassade d'Allemagne. Agnès Carabi. Bonjour. Nous faisons partie de l'ambassade d'Allemagne. Nous sommes plus centre d'information, mais nous sommes Allemagne Diplomatie, c'est-à-dire que nous représentons le service des relations publiques et des médias. Autrefois, c'était un centre d'information, mais ça ne l'est plus depuis déjà plusieurs années. Et donc, notre mission, c'est de donner des informations sur l'Allemagne en français, aux Français qui sont intéressés sur l'Allemagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux du marché du travail aujourd'hui en Allemagne? Alors, rapidement, je vais vous faire une présentation de l'ambassade, parce que très peu de personnes connaissent l'ambassade, et après, je vais venir sur le marché du travail. Donc, l'ambassade d'Allemagne à Paris est une des plus grandes au monde. Et vous voyez, nous faisons partie du service de presse de l'ambassade d'Allemagne. Et c'est très spécifique parce que autrefois, nous recevions le public quand c'était possible. Mais nous faisons aussi beaucoup de publications. Nous nous occupons des réseaux sociaux, du site Internet de l'ambassade. Donc, j'invite les personnes qui sont intéressées par l'Allemagne à aller sur notre site allemageenfrance.diplo.de et là, vous aurez énormément d'informations sur l'économie, ce qui peut être très intéressant pour préparer son départ en Allemagne. Vous avez également possibilité d'avoir des informations sur les relations franco-allemandes dans tous les domaines, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, toutes les coopérations qui existent aussi au niveau des scientifiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur nos pages. Nous avons une rédactrice qui rédige tous les mardis et vendredis des brèves. Et ainsi, vous êtes au courant de ce qui se passe en Allemagne. Pour, par exemple, être au courant lors d'un entretien de ce qui se passe, vous avez ici des informations précieuses en français. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook, Instagram que Twitter. Et maintenant, je vais parler un petit peu du marché du travail allemand. Alors évidemment, là, aujourd'hui, on va faire une projection vers l'avenir, puisque, comme vous le savez, tout de suite, c'est très compliqué de partir. Mais ça va vous donner le temps de vous préparer. Alors l'Allemagne, c'est un grand pays, vous voyez, 83 millions d'habitants. C'est la première économie européenne, la quatrième économie mondiale, comme vous avez dû le dire tout à l'heure. Et c'est aussi un partenaire économique de la France qui est primordial. En effet, au niveau des échanges, que ce soit les exportations ou les importations, mais aussi au niveau des investissements. L'Allemagne représente environ 17% des projets d'investissement en France. Et donc, il ne faut pas hésiter, lorsque vous vous dites, voilà, je veux travailler pour une entreprise allemande, de vous tourner vers des grandes entreprises comme Lidl, comme Dräger, comme Siemens, qui ont énormément investi en 2020 en France. Toujours au niveau du marché du travail, il faut savoir qu'il y a un salaire minimum maintenant à 9,50 € brut et qui doit devenir un salaire minimum à 10,45 € en 2022. Donc, tous les 6 mois, il va augmenter un petit peu. C'est certes un peu moins qu'en France, mais ça a le mérite d'exister puisque jusqu'en 2015, ce n'était pas le cas. Au niveau du chômage, rapidement, donc en février, le chômage était à 6,3% en général, donc il s'est maintenu de façon assez basse. Et le chômage des jeunes, par contre, est aussi très très bas. Pour les 15-25 ans, on est à 5,6% du taux de chômage des jeunes. Je ne sais pas si vous voyez les slides qui défilent pour les visiteurs. Oui. Est-ce que vous avez accès aux slides? Oui, d'accord. Tout à fait, oui. Très bien. Donc, juste au niveau du chômage des jeunes,
je vais vous parler ici donc vous voyez là l'évolution du chômage de 2020 à 2021. Donc voilà, très peu en Allemagne, sur toute l'Allemagne. Et le chômage des jeunes en Europe, pour vous donner un petit peu un aperçu. Donc vous voyez que l'Allemagne est vraiment en vert. Donc le chômage des jeunes peut impacter en fait. Vous avez, ça c'est dû aussi à leur système dual, à l'apprentissage des jeunes. Vous avez un jeune sur deux qui part en apprentissage, qui apprend un métier. Et à partir de cet apprentissage, vous avez des passerelles pour faire des études supérieures par la suite. Alors, quels sont les secteurs les plus porteurs aujourd'hui en matière d'emploi en Allemagne? Alors, au niveau des secteurs, ça va être très différent selon les régions. Comme vous voyez, je vous ai fait ici une prise de vue de l'Allemagne avec son taux de chômage selon les régions. Et vous voyez que selon les régions, il y a plus ou moins de chômage et plus ou moins d'activité. Donc, toutes les régions du Sud sont toujours en plein boom, si je puis dire. Ce soit le Bade-Württemberg, ce soit la Bavière, la Hesse. Là, vous avez presque un taux de chômage qui est à 4,2. L'année dernière, il était à 2,2, par exemple, pour la Bavière. C'est très, très peu. C'est vraiment pratiquement le plein emploi. Et là, dans tous les secteurs d'activité, vous pouvez vous diriger vers ces régions-là. Donc, on va se diriger plutôt vers les régions qui sont évidemment en pleine expansion au niveau économique. Au niveau des profils, vous avez surtout l'ingénierie, l'informatique, la santé, les artisans, évidemment tout ce qui est aussi plomberie, électricité, tout ce qui est digitalisation, informaticien, comme je l'ai dit. Il y a énormément de métiers qui sont à pourvoir, parce qu'en fait, en Allemagne, il faut savoir qu'on recherche beaucoup de compétences, parce que c'est une population vieillissante qui a un taux de natalité assez bas, et de ce fait, il n'y a pas de renouvellement de génération. Et donc là, on appelle aussi les personnes qui ont des compétences à venir combler, si je puis dire, cette problématique. Au niveau des profils, il faut faire attention aussi, vous voyez là-haut, en haut du slide, Fachkräfte, Spezialist et Experte, sur la gauche du diapo. Ce sont des expressions dont il faut faire attention, qu'il faut prendre à bras-le-corps. Fachkräfte sont des gens qui ont des compétences particulières et qui n'ont pas forcément le bac. Les spécialistes, ce sont des gens qui ont un bac et un bac plus 2 en général. Et les experts, c'est vraiment les gens qui ont très grande expérience et en général qui ont un master ou un bachelor. Donc là, quand vous répondez à une annonce, il faut faire attention à ces expressions. Si vous êtes expert et que vous répondez à une demande où on dit un Fachkräfte, vous n'allez pas pouvoir être pris parce que vous allez être trop diplômé. Donc, il faut faire attention à cela. Au niveau des acteurs régionaux, comme on a dit, vous voyez le Bade-Württemberg, donc évidemment le sud, c'est beaucoup l'automobile, le high-tech, tout ce qui est aussi la pharmacie, mais aussi Audi, Puma et Adidas, qui sont les deux frères ennemis qui habitent pratiquement dans la région. Vous avez la Rhénanie du Nord-Westphalie, où il y a énormément d'entreprises, qui est vraiment le moteur, si je puis dire, de l'industrie allemande. Et vous pouvez remarquer qu'en Rhénanie du Nord-Westphalie, il y a énormément d'entreprises françaises, des filiales françaises qui sont installées. Il y en a plus de 600. On continue juste pour les régionaux. Hambourg, le commerce, la logistique, puisque c'est quand même le plus grand port d'Allemagne. Francfort pour la finance et les assurances, évidemment. Et Berlin, c'est tout ce qui est économie créative. L'hôpital de la Charité, qui est un des plus gros hôpitaux allemands, et la Deutsche Bahn, qui a son siège. Alors, est-ce que la maîtrise de la langue allemande est nécessaire pour travailler en Allemagne, Agnès Karabi? Alors, c'est une question qui revient très souvent. Et oui, parce qu'en fait, une langue, ce n'est pas seulement de la grammaire, du vocabulaire, c'est aussi une façon de penser et d'appréhender le monde. Donc, on conseille fortement aux personnes qui désirent s'expatrier en Allemagne de parler allemand. Donc, pour certains métiers, il n'est pas utile d'avoir un B2 recommandé, mais A2 suffirait pour certains métiers. Par contre, lorsque ça devient un peu plus compliqué, vous avez des interactions avec d'autres personnes dans l'entreprise, B2 est recommandé.
vous pouvez partir avec un B1 et puis suivre une formation pour avoir un B2 qui est la norme européenne. Alors, vous avez plusieurs solutions pour apprendre la langue allemande et vous avez maintenant des solutions en ligne très intéressantes, gratuites. Vous avez les tandems. Énormément de villes en Allemagne proposent des tandems. Vous pouvez faire tandem Francfort, tandem Munich. Là, en fait, vous recherchez un partenaire. C'est un échange, en fait. Vous tenez, c'est comme le sport. Voilà, on va faire 30 minutes de partage de connaissances de la langue française et de la langue allemande. Donc, vous cherchez, par exemple, un Allemand qui veut parfaire son français et lui, il va vous aider à parfaire votre langue allemande. Vous échangez pendant une demi-heure, comme ça, ou une heure, toutes les semaines, comme un jogging pour entraîner le cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une interaction. Vous allez parler non pas le vocabulaire des livres, mais vraiment le vocabulaire, si je puis dire, de la rue et de l'entreprise. Et les personnes qui sont en tandem peuvent aussi vous aider à passer des entretiens. Pas négligeable. Vous avez aussi la Deutsche Welle, qui est un média par lequel vous avez aussi accès à la langue allemande. Vous avez également l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, qui a mis une plateforme qui s'appelle Parcours. Vous avez l'Institut Goethe. Et pensez aussi au compte personnel de formation pour apprendre la langue allemande. Vous avez le droit, tout le monde, même les apprentis, ont le droit au compte personnel de formation pour apprendre la langue allemande. Alors, pour les candidats à l'expatriation en Allemagne, qu'est-ce que vous recommandez comme plateforme d'offres d'emploi? Alors, au niveau de la plateforme d'offres d'emploi, je vais y revenir. Je voulais juste vous glisser, sinon on va aller un petit peu trop vite, quelques diapos sur la langue allemande, donc pour pratiquer l'allemand gratuitement à l'Institut Goethe. Vous avez aussi les certificats qui prouvent, le certificat de l'Institut Goethe qui prouve que vous parlez allemand et qui prouve votre niveau. Là, c'est reconnu par la plupart des entreprises. Et sachez aussi que si vous parlez allemand, c'est devenu une langue rare. Nous avons fait une enquête avec l'IFOP cette année en novembre 2020 et vous voyez que la connaissance de la langue elle est très très réduite. 3% seulement de Français disent parler couramment allemand. Donc tout ce qui est rare est cher et c'est vérifié. Vous voyez, l'allemand c'est un atout financier puisque dans certaines entreprises on recherche certes des compétences mais on recherche aussi la capacité à comprendre, à appréhender la langue, la façon de penser. Et là, vous pouvez même négocier un salaire jusqu'à 18%. Donc, évidemment, les offres d'emploi sont plutôt plus dans le Grand Est, l'Île-de-France. Mais vous voyez, apprendre l'allemand, c'est quand même un atout. Au niveau des plateformes, vous avez la plateforme qui a été mise en place par le gouvernement allemand qui s'appelle makeitingermany.com. Elle est traduite dans plusieurs langues, dont la langue française. Et là, vous avez un accès très rapide sur les offres d'emploi, sur les bourses, sur les reconnaissances de qualification, les métiers les plus demandés. Vous avez des tutos, vous avez des vidéos, vous avez aussi un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Et ensuite, vous avez la Jobbörse. La Jobbörse, en fait, c'est l'Agence fédérale pour l'emploi. Vous avez la possibilité d'y avoir accès en français, mais disons que vous n'aurez pas accès à toutes les informations. Donc, je vous conseille, si vous parlez un petit peu allemand, d'y aller. Vous remplissez en fait plusieurs activités, c'est-à-dire soit vous pouvez faire une recherche par ville, soit par formation. Ça s'intéresse aussi bien aux alternants qu'aux étudiants, qu'aux personnes en recherche d'activité ou d'emploi. Donc voilà, c'est une plateforme très très efficace. Et vous avez le nombre d'emplois qui s'affiche juste à côté. Vous savez, pour les banques, par exemple, vous avez plus de 11 000 offres actuellement sur toute l'Allemagne. Ça, ce sont en fait les plateformes allemandes. Il faut penser aussi aux plateformes européennes. Il y en a énormément. Il faut savoir que le programme européen Your First Eures Job, c'est mon premier emploi Europe, est destiné aux jeunes candidats jusqu'à 35 ans, je crois, voilà, de 18 à 35 ans. Et là, on va vraiment vous aider si vous êtes sélectionné par cette plateforme pour vous installer, pour
vous aider à passer des entretiens s'il faut vous déplacer. Ça, c'était avant la crise sanitaire, bien évidemment, mais quand les frontières vont rouvrir, quand ce sera terminé, vous pourrez avoir accès à ces aides de toute façon en ligne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette plateforme. La même chose existe pour les plus de 35 ans. Pas de raison de les oublier avec Reactivate. Même chose, vous avez possibilité de rechercher sur toute l'Allemagne un emploi et d'avoir une aide du programme européen. Autre programme, toujours, Erasmus+, qui était connu autrefois comme Erasmus, et là c'est maintenant Erasmus+, car il s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi, aux alternants, aux étudiants, aux personnes. Vous aussi, en tant que journaliste, vous pourriez partir en Allemagne avec Erasmus+, pour 15 jours d'observation. Les professeurs peuvent partir, les personnes qui sont dans les entreprises peuvent demander à leur entreprise de partir dans le cadre d'Erasmus+, pour connaître un petit peu la façon dont ça se passe en Allemagne. C'est toujours intéressant d'aller voir. Donc là, c'est pas 6 mois, là, c'est vraiment 15 jours. C'est réduit à 15 jours, mais vous avez une aide et cette possibilité est vraiment intéressante. Au niveau de EURES, toujours, sachez que Pôle emploi, EURES, j'insiste bien, Pôle emploi, EURES, peut vous aider dans votre recherche, puisque là, il faut s'adresser à des euroconseillers. Ce sont les seules habilités à pouvoir vous donner les clés pour demander des aides pour partir. Vous avez Pôle emploi EURES et vous avez la PEC, évidemment, qui fait partie aussi de cette même plateforme. Vous avez une autre plateforme qui s'appelle EURES Terrain Supérieur. Donc, c'est plutôt pour les transfrontaliers, mais vous avez aussi énormément d'informations pour rédiger son CV, pour avoir des informations sur certains métiers. N'hésitez pas à aller lui rendre visite. Pour les chercheurs, vous avez une plateforme également européenne qui s'appelle euraccess.de. Vous avez accès là à tous les postdocs possibles, les centres de recherche. Là, c'est vraiment spécifique pour les chercheurs. Et si vous êtes vraiment complètement perdu, il y a une plateforme française qui s'appelle euroguidancefrance.org. Et cette plateforme peut vous diriger selon que vous vouliez faire un volontariat, un séjour linguistique, des échanges, un séjour au pair, un Erasmus+. Donc ça, c'est la plateforme juste après Euraccess. Peut-être la montrer, voilà. Euroguidance, qui est vraiment, qui s'adresse à tous. Alors, est-ce que toutes ces plateformes donnent aussi des possibilités d'avoir des aides pour partir ? Voilà, ces plateformes, effectivement, vous donnent des informations pour partir, mais vous donnent des aides. Vous allez les retrouver, les aides à la mobilité. Par exemple, pour les étudiants, vous avez le site fundingguide.de qui recense 81 institutions, associations ou organismes qui proposent des subventions pour partir en Allemagne. Vous avez également la possibilité de vous adresser directement au DAAD France, qui est l'Office d'échange universitaire franco-allemand. Vous avez l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui donne aussi des aides. Donc l'OFAGE, c'est plutôt pour les jeunes de moins de 30 ans. Le DAD, c'est pour les étudiants. Vous avez le Fonds citoyen européen, le Corps européen de solidarité, qui vous permet de partir aussi, et le Bürgerfonds, le Fonds citoyen franco-allemand. Donc, toutes ces plateformes sont vraiment ici pour vous aider à partir, faire une expérience en Allemagne, en ayant aussi une aide de plusieurs centaines d'euros en général, ne serait-ce que pour payer soit votre logement ou votre voyage. Et pour ceux qui souhaitent entreprendre, comment créer son entreprise en Allemagne, Agnès Carabi? Alors, vous allez un petit peu vite, je suis désolée. Je ne vous laisse pas le temps de développer. Allez-y, voilà, on va finir sur le financement de la mobilité, oui. Voilà. Donc, vous avez pour les jeunes qui sont hors cursus, donc ça arrive surtout en ce moment où beaucoup de jeunes décrochent. Vous avez la plateforme Praxis qui a été mise en place par l'OFAGE. Pour les 18-30 ans, pas besoin d'être inscrit dans une université, dans une école ou dans une formation. Vous pouvez partir de 1 à 6 mois. Et là, l'avantage, c'est à vous de trouver le stage, certes, mais vous avez un cadre juridique, une convention qui est signée par l'OFAGE et avec l'entreprise dans laquelle vous allez travailler ou l'organisme.
vous avez un suivi et un certificat de stage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas il y a peu et c'est intéressant d'en prendre note. Et vous avez sur la plateforme École Entreprise de la Chambre de commerce franco-allemande qui est à Paris, actuellement des offres de stage. J'ai regardé hier soir, il y avait une vingtaine d'offres de stages, que ce soit des stages pour les alternants, pour les étudiants, des stages ouvriers. Et évidemment, sur le site de la Chambre de commerce franco-allemande, vous avez aussi des offres d'emploi, que ce soit en Allemagne ou dans des entreprises allemandes en France. Autre possibilité pour partir, vous avez le trainee. Le trainee, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. En fait, vous partez, vous postulez pour un poste, vous avez terminé vos études, en général, vous avez souvent un bachelor ou un master, et en allant sur le site trainee.plus ou trainee.de, vous avez accès aux entreprises qui proposent ce genre de contrat. En fait, vous êtes employé pour 1 an et pendant 1 an, vous allez tourner dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Vous allez rester, par exemple, 15 jours en finance, 15 jours dans la com, 15 jours en logistique. Donc, vous allez apprendre à connaître en fait ce que c'est qu'une entreprise et par la suite, vous allez vraiment choisir, vous allez dire, bon, celui-là, ce domaine-là, c'est pour moi, celui-ci, ce n'est pas pour moi. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Vous avez forcément aussi un tuteur qui est derrière vous. Et en général, vous avez 80% de chances d'être embauché à la suite si tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre si vous désirez investir ou partir dans une entreprise allemande dans quelques temps. Vous avez aussi les volontariats. Les volontariats, pareil, 18-25 ans, il y en a pléthore, si je puis dire. Vous avez les volontariats franco-allemands, vous avez le volontariat des territoires, puisque nos régions sont jumelées. Vous avez le volontariat écologique, vous avez le volontariat européen. Donc tous ces volontariats, c'est vraiment en général pour travailler dans des écoles, dans des associations de défense, que ce soit humanitaire, que ce soit des associations de défense de la nature. Là aussi, n'hésitez pas, vous avez des possibilités pour partir et parfois vous avez aussi quelques petites aides. Autre volontariat qui est connu dans les entreprises, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, mais très peu par les étudiants dans les universités, c'est VIE et VIA. Ce sont les volontariats d'entreprise et les volontariats en administration. Ces VIE, VIA sont ouverts à tous les Européens, pas seulement aux Français. Vous pouvez partir, en fait, travailler pour une filiale française en Allemagne. Et là, c'est vraiment le jackpot, je peux vous dire. Vous ne payez pas d'impôts. Vous allez acquérir des compétences très très vite, puisqu'on va vous confier en fait une mission pendant presque 18 mois. Et vous êtes payé, si je ne me souviens pas bien, 1 900 € net. Et vous avez aussi la sécurité sociale française qui vous est accordée. Vous êtes en fait, travaillez en fait en relation avec le Quai d'Orsay, si je puis dire. C'est Business France, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressante. N'hésitez pas, vous avez des offres, là vous voyez d'Air Liquide, Vinci Énergie, Forestia. Vous avez actuellement à Munich, à Mannheim, à Francfort, des possibilités de faire des VIE et des VIE. Je reviens maintenant pour la création d'entreprise. Avant la création de l'entreprise, une précision sur le VIE et le VIA fonctionnent en Allemagne. Est-ce que les VT, les vacances travail fonctionnent aussi chez vous? Alors, ce n'est pas comme au Canada. On n'a pas du tout la même façon, mais ça existe. Ça s'appelle des chantiers, en fait. Vous pouvez partir faire des chantiers. Et ça peut être aussi dans le cadre du volontariat, comme on a vu tout à l'heure. Alors, on passe à l'entreprise. Comment créer son entreprise en Allemagne? Alors, créer son entreprise, à nouveau, une plateforme a été mise en place par le ministère de l'économie et de l'énergie allemande. Et cette plateforme s'appelle existenzgründer.de. Et n'ayez crainte, elle a même été traduite en français. Donc, toutes les étapes sont décrites, comme vous pouvez le voir. Le mode de création, les conditions relatives au droit de séjour, les conseils planifiés, la création d'entreprise, toutes les informations sont sur ce site pour faciliter la création d'une entreprise en Allemagne. Vous avez aussi la GTAI qui vous aide à connaître, donc là c'est toujours du côté allemand,
on vous offre des services, donc là c'est plutôt en anglais, pardon. On vous donne des possibilités pour investir en Allemagne. Vous avez aussi également des aides de Business France pour créer votre entreprise. Au niveau des structures françaises, on nous a souvent demandé combien d'entreprises françaises étaient présentes en Allemagne. Selon une dernière étude, il y aurait 2240 filiales françaises en Allemagne et 2300 filiales allemandes en France. Donc vous voyez, c'est presque équivalent. Donc c'est quand même un très très gros partenariat entre la France et l'Allemagne. Et vous avez aussi des recruteurs donc, qui peuvent vous aider à postuler en Allemagne. Ce sont des Français en fait qui sont établis là-bas depuis très très longtemps. Vous avez par exemple la plateforme Emploi Allemagne, Recruteur Allemagne et les chambres de commerce franco-allemandes. Donc la chambre de commerce franco-allemande à Paris et la chambre de commerce France-Allemagne à Saarbrück. Donc c'est la slide d'après, vous pouvez peut-être la montrer. Je pense que là, parfait. Donc, comme je vous disais, des plateformes où vous pouvez vous adresser à des recruteurs qui parlent français et qui peuvent vous aider pour la recherche d'emploi en Allemagne. Quelque chose aussi qu'il faut connaître, c'est la plateforme, le réseau Xing. En France, on ne parle que de LinkedIn, pratiquement que de ça. En Allemagne, il y a un réseau qui sonne chinois, qui s'appelle Xing, mais qui est bien allemand. C'est la plateforme qui concurrence, si je puis dire, LinkedIn. Il y a autant d'annonces sur Xing que sur LinkedIn en Allemagne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Xing, parce qu'en fait, parfois, les entreprises allemandes ne vont pas sur LinkedIn, mais tout simplement sur Xing, puisque ça, c'est l'outil utilisé en Allemagne. Donc, le fait de vous inscrire sur ce réseau, ça vous donne aussi une connaissance de ce qui peut se passer en Allemagne. Alors, pour trouver un travail, il faut postuler. Et la première étape pour postuler, c'est de pouvoir présenter son CV. Est-ce qu'il y a des particularités qui permettent à un CV d'attirer l'attention du recruteur sur le marché du travail en Allemagne? Alors oui, nous avons une différence entre le CV allemand et le CV français. Après, c'est difficile de généraliser parce qu'il y a des entreprises qui aiment bien les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, surtout en France, mais pas trop en Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, le CV il doit être sobre. On doit rester un peu modeste et souvent on demande une photo. Alors la photo n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Et on est surtout éviter la photo maintenant, où tout le monde est blême, avec des yeux creux et on le regarde dans le vide. Faites une belle photo que vous utiliserez une fois pour toutes pour tous vos CV, avec pas forcément de face, mais un petit peu de profil. Et votre photo, voilà, c'est vraiment un peu votre carte de visite. Il faut, selon les conditions, si vous postulez pour une banque, évidemment, je vous conseille de mettre une cravate et pas un t-shirt, par exemple. Mais voilà, il faut adapter la photo à l'endroit à laquelle vous allez postuler. Le CV allemand, il est très court, 1 à 2 pages. Donc, quand vous êtes jeune, c'est une seule page. Vous notez votre formation, comme en France, l'expérience, le permis de conduire, vos centres d'intérêt. Et surtout, vous l'envoyez en PDF. Pas d'autre format que le PDF. Ça, j'insiste vraiment pour qu'on puisse l'employeur puisse l'ouvrir. Donc, vous voyez ici le CV d'une jeune fille. Vous voyez que tout est bien aligné. Il n'y a pas de retour à la ligne. C'est vraiment très, très, très bien structuré. Donc ça, c'est un CV qui passe dans les institutions, puisque c'était un CV d'une ancienne stagiaire qui a postulé au ministère des Affaires étrangères allemand. Vous voyez qu'il n'y a pas de phrase dans un CV, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de petits mots. C'est vraiment, on va directement, comme on dit en allemand, zur Sache, on en vient directement au fait. Donc, vous mettez le principal et ensuite, vous pourrez développer dans votre lettre de motivation les informations que vous voulez donner. Le mieux, c'est de commencer aussi, n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, si vous avez Skype,
par exemple, vous mettez aussi votre adresse, votre numéro de téléphone. Vous mettez tout cela ensemble pour que l'employeur n'ait pas à le chercher sur votre CV. L'employeur, il faut lui faciliter la tâche. Il va avoir 2 minutes pour vous regarder votre CV, votre lettre de motivation. Tout ce qui peut lui faciliter la tâche ne peut être que bénéfique. Vous avez également au niveau des langues, vous allez me dire, mais comment fait-on pour évaluer son niveau de langue? Donc là, au niveau européen, vous voyez, le B2, c'est comprendre, écouter, lire, parler. Donc c'est à vous de voir ou de passer éventuellement un certificat de langue pour connaître le niveau que vous avez en langue. N'oubliez pas de mettre votre langue maternelle dans votre CV, ça arrive. Et ensuite, quand vous êtes très assuré au niveau de la langue, ne mettez pas bilingue. Quelqu'un de bilingue, pour un Allemand, quand on dit bilingue, on va dire qu'il est prétentieux. Quelqu'un de bilingue, c'est quelqu'un qui connaît non pas seulement la langue, les 2 langues, mais aussi toute la civilisation, toute l'histoire, les poèmes, les écrivains, les auteurs, les musiciens, la façon de penser. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très particulier. Donc, ne mettez pas bilingue si vous ne l'êtes pas vraiment. Mettez plutôt Verhandlungssicher in Wort und Schrift, c'est équivalent à C1 ou C2. Être bilingue en Allemagne, c'est englober toutes les 2 cultures, pas uniquement les langues. Oui, voilà, tout à fait. Vous pouvez appréhender le monde de 2 façons, en fait. Ça, c'est pas donné à tout le monde, je puis dire. Au niveau des équivalences de métiers, alors là, on a un petit problème parce qu'en fait, on a des métiers qui ont les mêmes appellations en France et en Allemagne, si je puis dire, mais qui ne se ressemblent pas vraiment. Du coup, il faut aller sur certaines plateformes qui vont pouvoir vous aiguiller. Première chose, si vous parlez allemand, ce sera plus simple parce que là, ce sont des plateformes pour le coup qui sont allemandes, comme Bureau, Fenêtre. Et dans cette plateforme, vous avez 350 métiers qui sont répertoriés et qui existent. On attend de vous dans un métier donné, que ce soit ingénieur, électronicien, kinésithérapeute, je ne sais pas, artisan, boulanger. Vous pouvez aussi regarder, par exemple, secrétaire médicale. Et là, vous avez une énorme différence entre la secrétaire médicale française et la secrétaire médicale allemande. Puisque la secrétaire médicale allemande, elle va faire des examens, elle va faire des prises de sang. Alors que si vous êtes une secrétaire médicale française et que vous postulez en Allemagne, ben, vous n'aurez jamais fait ce genre de choses, puisque ce n'est pas attribué dans vos tâches en France. Donc là, vraiment, faites attention à ça. Au niveau des équivalences aussi, en France, on a dans nos cursus, on a des DUT, des IUT, des BTS, choses qui n'existent pas en Allemagne. Comment faire pour traduire ces diplômes et ces compétences? Vous avez la possibilité d'aller sur Anabin. Anabin, c'était une plateforme mise en place au départ pour les entrepreneurs et les personnes du ministère de l'Éducation pour connaître les équivalences. Maintenant, c'est ouvert à tous. Et là, vous allez cliquer sur Anabin, vous allez rentrer votre diplôme français ou votre concours, parce qu'il y a aussi le CAPES, par exemple, qui n'existe pas en Allemagne, ou l'agrégation. Et on va vous expliquer, donc évidemment, ça va prendre 3 lignes, à quoi correspond ce concours, ou ce BTS, ou cette IUT, ou cette formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour expliquer à l'employeur ce que c'est ce diplôme français. Vous avez aussi la possibilité de faire reconnaître vos diplômes sur le site franceeducationinternationale.fr si éventuellement vous êtes d'une origine étrangère et que vous travaillez en France. Toutes les reconnaissances de diplômes vont passer par les Berufliche Anerkennung.de, cette plateforme, et Netzwerk, qui sont des plateformes allemandes. Autre chose aussi, particularité française, nos étudiants sont notés beaucoup plus sévèrement qu'en Allemagne, que ce soit au lycée ou à l'université. Et pour cela, on a créé au niveau européen le supplément au diplôme. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand certains employeurs demandent votre note, la note que vous avez eue au bac, ou la note que vous avez eue au master ou au bachelor, ou à votre école. Et par rapport à cette note, ils vont dire, bon, c'est un très bon élève, je peux le prendre pour mon stage ou pas.
Et il est arrivé, par exemple, j'ai connu une étudiante de la Sorbonne qui était en licence d'allemand, qui avait 13 de moyenne générale, qui était la meilleure note de la classe, qui s'est vue refuser son stage en Allemagne parce qu'elle n'avait que 13. Et en fait, comment expliquer à l'employeur que 13, c'était la meilleure note de la classe? Eh bien, ce supplément au diplôme va permettre cette possibilité. Alors évidemment, c'est un peu du travail bureaucratique qui doit être rempli par l'université en plusieurs exemplaires, en anglais et en français. Je crois qu'il y a au moins 3 pages à remplir, mais on explique vraiment que, voilà, en France, la personne qui a fait ces études-là, qui n'a que 12, en fait, elle fait partie d'un groupe et qu'ils ont étudié telle et telle formation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut demander à son université ou à l'organisme qui vous forme. Parce qu'en fait, c'est un document qui est très peu connu. On va peut-être passer aussi à la lettre de motivation. Oui, la lettre de motivation qui accompagne le CV. Comment ça se passe en Allemagne? Alors, c'est un peu comme en France, en fait, hein, sauf que là, vous allez pouvoir écrire un peu plus, puisque dans votre CV, vous aviez mis très peu de choses. Vous dites, qu'est-ce que je peux apporter comme compétence à l'entreprise? Moi, en tant que Français, est-ce que je suis la bonne personne? Et dans quelle mesure mon travail va profiter à l'entreprise? Il faut savoir que nous, Français, on est appréciés parce qu'on sait improviser. On est toujours chez nous, rien ne se passe comme prévu. Et donc, on sait improviser très, très vite. En général, les Allemands, un peu moins. Ils aiment bien prévoir tout, ils n'aiment pas travailler sous stress. Tout est bien prévu à l'avance. Et lorsqu'il y a un grain de sable, là, c'est un peu la panade. Et on appelle le petit Français qui est sur place pour lui demander, j'exagère un petit peu, mais pour lui demander de l'aide. Voilà, nous, on est toujours habitués à travailler sous stress, les étudiants aussi, on révise toujours au dernier moment. Voilà, on est habitués. Donc, on peut apporter cette souplesse, si je puis dire. Aussi, notre culture, qui est très appréciée à tous les niveaux. En général, on est très, très bien vu en Allemagne et donc, on est très appréciés. Nos formations sont très bien reconnues, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit en entreprise, en université, en école, etc. Donc voilà, vous apportez quand même, c'est à vous de rechercher les compétences que vous allez apporter à l'entreprise. Évidemment, il faut aller sur le site de l'entreprise, regarder quelles sont les valeurs de l'entreprise, regarder ce que vous pouvez apporter à cette entreprise. Alors, il existe des conventions de stage, des contrats de travail et des conventions collectives, évidemment. Et là, attention. Est-ce qu'il y a des sites qui informent sur ces différents contrats de travail en Allemagne? Oui, alors ce sont des sites plutôt allemands. Là aussi, ça va vous obliger à vous plonger dans la langue allemande. Donc, vous avez pour les conventions de job le stage jobber.de. Pour les contrats de travail, également arbeitsratgeber.com ou arbeitsrecht.de. Le BÖCLA et le Tarifvertrag. Alors, le Tarifvertrag, ce sont des conventions collectives. En Allemagne, il y en a plus de 75 000 et les entreprises n'ont pas toutes des conventions collectives. Mais si l'entreprise dans laquelle vous allez postuler a une convention collective, en fait, il faut absolument y aller. Il faut demander à quelle convention collective appartient votre entreprise, parce que dedans, tout est mentionné. Autant vos jours de vacances, la durée du travail, et tout est dedans, en fait. C'est vraiment intéressant d'aller sur ce site. Et vous avez aussi un site français, Connexion Emploi, qui peut aussi vous donner quelques éléments d'information. Mais disons que ceux en allemand sont très officiels. Et une chose qui est particulière à l'Allemagne, c'est le certificat de travail. Nous, en France, quand on demande un certificat de travail, c'est plutôt, voilà, on a travaillé de telle date à telle date en tant que manutentionnaire, en tant qu'ingénieur, en tant que professeur. Et en fait, ce certificat, il ne faut pas le donner en Allemagne puisque ça ne correspond pas à ce qu'on fait là-bas. Pour le coup, là, c'est une vraie langue de bois puisqu'il y a des petits mots qui se glissent dans ces certificats comme des superlatifs qu'il faut absolument avoir. Un certificat de travail est délivré à chaque fois par l'employeur allemand, que ce soit pour un stage ou pour à la fin de votre contrat de travail. Et un peu, c'est le Graal. S'il est mauvais, vous pouvez avoir du mal à retrouver un travail par la suite si vous restez en Allemagne. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque ce certificat est rédigé et attention à des tout petits mots comme stets. Dans la première ligne, vous voyez
veut dire toujours. Vous avez vollsten, ce sont des petits mots superlatifs pour dire qu'on est vraiment très satisfait de votre travail. Si vous n'avez pas ces superlatifs, c'est plus compliqué. Et le certificat de travail doit vous être délivré toujours en main propre avant que vous ne partiez, parce qu'après, vous ne pouvez plus faire recours. Il y a aussi des personnes qui font des procès à leur entreprise parce que leur certificat de travail est mauvais et qui ne peuvent pas retrouver de travail derrière. Donc voilà, d'où l'importance en Allemagne. Mais pour ça, il faut rester en Allemagne plusieurs années. Et si vous travaillez bien, n'ayez crainte. Peut-être un petit passage sur les tarifs des loyers en Allemagne. Oui, pour la vie pratique. Voilà, mais avant de passer peut-être au tarif des loyers, on reste sur le marché du travail. Est-ce que c'est bien vu de négocier son salaire au moment de l'entretien d'embauche en Allemagne pour un jeune? C'est compliqué. C'est une question compliquée. En général, oui. Et dans les annonces, ça peut être marqué. Dans les annonces. Veuillez indiquer vos prétentions salariales. Ça, c'est possible. Et donc, là, il faut se préparer. Et il faut aller sur certains sites. Vous avez un site qui s'appelle gehalt.de qui peut vous donner des informations sur les prétentions salariales en Allemagne. Oui, tout à fait. Il faut se préparer à cela. Ça peut être déstabilisant pour un Français qui n'a pas l'habitude de ce genre de questions. Alors, nous passons au tarif des loyers en Allemagne pour la vie pratique. Voilà. Alors, certes, il y a du travail dans le sud de l'Allemagne, mais les loyers sont plus élevés. Comme vous voyez ici, c'est l'exemple pour 30 mètres carrés pour un étudiant. Donc, avec un loyer quand même assez élevé qui est 724 € en 2020 pour voilà. La ville de Munich est la plus chère avec Hambourg et Francfort. Mais j'ai regardé, c'est toujours 14% en dessous des prix de Paris. Paris est vraiment une ville très très chère. Les villes les moins chères se trouvent à l'est de l'Allemagne. Vous voyez plutôt Leipzig, Magdebourg. Donc il faut en tenir compte quand vous allez postuler, puisque votre salaire aussi va en dépendre, puisque vous ayez suffisamment de salaire pour payer ce loyer. Si vous allez vous installer, n'oubliez pas toujours avoir la carte européenne d'assurance maladie, même si vous n'allez pas vous installer, même si vous partez une journée faire du shopping de l'autre côté de la frontière, vous avez besoin de votre carte d'assurance maladie européenne. Vous la demandez sur amélie.fr, on vous la délivre pour 2 ans. Et donc là, il faut toujours l'avoir sur soi. Si vous n'avez pas cette carte d'assurance maladie, si vous vous foulez le pied en descendant du train et que vous devez aller à l'hôpital, c'est vous qui devez payer et avancer les frais. Donc vraiment, ça, c'est très important. C'est le slide juste après. Voilà. Au niveau de la fiscalité, il faut savoir que si vous restez plus de 183 jours en Allemagne, vous allez payer vos impôts en Allemagne. Si c'est moins de 183 jours, vous serez imposé en France. Voilà, c'est vraiment une règle. À savoir, les impôts sont prélevés à la source comme en France, et ça, en Allemagne, c'est depuis très très longtemps. Et vous renseignez pour savoir à quelle sauce, si je puis dire, vous allez être mangé au niveau du prélèvement des impôts. Vous allez sur le site elster.de qui peut vraiment là vous donner des informations très concrètes. Et il faut, quand un Européen arrive en Allemagne, il faut se déclarer à l'autorité de la ville pour pouvoir payer ses impôts. Quand vous arrivez, quand vous êtes sûr que vous allez vous installer pour plus de 6 mois dans une ville allemande, il faut aller des personnes à la mairie. À la mairie. Voilà, ça se fait à la mairie, au Einwohnermeldeamt. Et quand vous déménagerez, par exemple, il faudra le dire à la mairie et vous réenregistrer dans la nouvelle mairie allemande si c'est toujours en Allemagne. Par contre, ce genre de choses, de formalité n'a pas lieu en France. C'est vraiment spécifique aux Allemands. Pour toutes ces informations de déménagement, d'enregistrement, de fiscalité, vous avez 2 sites, je peux recommander, qui s'appellent infobest.eu/France et Frontalier Grand Est
Là, vous avez vraiment des personnes très compétentes pour vous renseigner. Vous avez beaucoup d'informations en ligne, en français et en allemand. Alors, vous avez vous-même écrit une brochure sur la recherche d'emploi et de stage en Allemagne, Agnès Karabi, une brochure pour orienter les personnes désirant partir travailler outre-Rhin et qui est régulièrement actualisée. Oui, alors elle est de 2018, c'est donc je vais retravailler dessus puisqu'avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et en 2 ans, énormément de sites ont aussi changé d'appellation. Mais vous pouvez toujours la télécharger sur la page de l'ambassade. Elle est libre d'accès et vous avez 86 pages et vous avez un accès direct via les liens sur Internet. Donc, là, vous avez énormément d'informations. J'encourage les internautes à nous poser leurs questions. Nous n'avons pour l'instant aucune question d'internaute. Une autre petite question, peut-être, avant de clôturer cette séquence, Agnès Karabi. On a vu l'importance de la langue allemande sur le marché du travail. On a vu que ça pouvait améliorer le salaire. Mais est-ce qu'il est possible de travailler, est-ce qu'il y a des entreprises en Allemagne où on peut travailler exclusivement en anglais, par exemple, qui est la langue internationale? Oui, bien sûr. Tout ce qui est tous les métiers de l'informatique, les métiers de la finance. Vous pouvez tout à fait travailler. Oui, en général, ce sont des grosses entreprises, mais c'est tout à fait possible. Travailler uniquement en anglais. Oui. Par contre, pour la vie de tous les jours, ça sera plus compliqué. Ah bah oui, pour la vie de tous les jours, il faut parler allemand. C'est préférable pour signer un contrat de location, par exemple, pour aller voir le médecin. C'est préférable, même si les Allemands parlent très bien anglais. Et dans les grandes villes. Après, ça dépend aussi des... Comme je dis, ça dépend si vous êtes dans un petit village, si vous êtes dans une petite entreprise, c'est différent. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les grandes entreprises qui embauchent. Il y a énormément de PME, de PMA en Allemagne, PMI, pardon. Et dans ces entreprises-là, on ne parle pas forcément français ou anglais. Mais par contre, elles peuvent proposer des jobs intéressants. Donc, je pense que c'est vraiment important de connaître la langue allemande. Très bien. Merci beaucoup Agnès Karabi pour tous ces conseils qui sont autant d'éléments clés d'un recrutement en Allemagne. Je rappelle que vous êtes chargée de relations publiques à l'ambassade d'Allemagne en France. Alors nous allons passer aux questions des internautes. On vous encourage, vous qui nous regardez, à poser vos questions sur l'Allemagne. Agnès Karabi est là pour vous répondre. Avec Julienne Lam peut-être? Oui, elle est... Pour les questions plus administratives. Elle est en ligne, elle attend les questions. Voilà. Bon, ben alors je vais peut-être poser la première question. Comment ça se passe pour les conjoints suiveurs d'expatriés en Allemagne? Est-ce qu'il y a des structures qui les encadrent ou est-ce qu'ils doivent se débrouiller tout seuls? Alors, en tant que Français, on est habitué à être, si je puis dire, chaperonné. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des personnes qui peuvent nous aider, notamment avec la FIAF. Je pense qu'elle va intervenir tout à l'heure, qui est français à s'installer en Allemagne. Ils sont présents en Allemagne dans plusieurs villes. Et donc là, ils peuvent proposer des indications, des informations pour les enfants, pour les écoles. Vous avez aussi l'ambassade de France qui est sur place. Vous avez l'Institut français, les instituts français, pardon, il y en a plusieurs. Et parfois aussi, les entreprises peuvent proposer à la personne qu'il va embaucher d'aider à trouver un emploi ou un logement, pardon, ou des indications pour les écoles. Ça, il faut demander en fait, il n'y a pas de prescription. Alors, les questions d'internautes, la première. Je viens d'arriver en Allemagne pour y résider et y travailler. Je dois donc m'inscrire pour avoir une identification fiscale. Il est difficile d'avoir un rendez-vous en ligne ou au téléphone. Comment faire, Agnès Karabi? Là, c'est la personne qui est sur place. Il faut qu'elle, si elle est sur place, il faut qu'elle fasse ses démarches sur place. Nous, ici, à l'ambassade, on ne peut pas aider. Il faut insister, essayer de trouver des numéros de téléphone différents et
si ce numéro-là ne décroche pas, essayez de trouver un autre numéro de téléphone et insister. Peut-être qu'il y a un problème informatique. Là, malheureusement, c'est difficile d'aider une personne comme ça. À distance. Alors, une autre question. Un zoom sur le taux de chômage pour les jeunes, mais concernant les seniors, le taux est de combien et comment les employeurs recrutent cette catégorie? En Allemagne, bien sûr. Alors, je n'ai pas le taux de chômage pour les seniors. Par contre, de nombreux seniors continuent à travailler en Allemagne, puisque comme on manque de main-d'œuvre dans de nombreux métiers, on ne met pas à la porte, si je puis dire, les seniors. Ils ont des très grandes compétences, ils ont beaucoup de choses à apprendre aux jeunes, et en général, ils sont bienvenus dans les entreprises. Une autre question. Pensez-vous qu'après le Covid, il sera possible de trouver du travail dans l'art et la culture à Berlin? Là aussi, c'est très spécifique. J'espère vraiment que ce soit possible. En tout cas, tout est fait pour relancer la culture à Berlin, tout à fait. Mais c'est difficile de donner une réponse positive tout de suite. Quel état d'esprit faut-il avoir pour travailler en Allemagne? Il faut avoir un état d'esprit ouvert. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Parce qu'en fait, en Allemagne, on est, si on compare par rapport à Paris, si on compare Paris et Berlin, par exemple, c'est complètement différent. Ce sont deux grandes capitales, mais à Berlin, on n'a pas le problème du candidirateur. On peut se promener avec un balai et un seau en pleine rue, ça ne pose pas de problème, personne ne pose de questions, on peut s'habiller n'importe comment. C'est très cool. On va dire qu'à Paris, on est beaucoup plus conservateur à ce niveau-là. L'état d'esprit est plus, on va dire surtout à Berlin, plus libre. Après, ça dépend des villes. Munich, c'est un autre état d'esprit que Hambourg aussi. C'est comme Marseille et Lille. Vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes différences. Les gens du Sud, les gens du Nord. Les gens de Hambourg, ils ont l'habitude d'accueillir beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'exportations d'entreprises qui ont des liens avec l'international. Il y a des petites entreprises allemandes en Bavière. Par contre, c'est vraiment, on reste chez nous. Voilà, c'est très différent selon les régions. Les régions. Oui, tout à fait. Mais il faut être ouvert et il faut poser des questions. On va vous laisser tranquille. Lorsque vous allez arriver, on va pas vous dire « Ah, mais bonjour, vous êtes petit français, comment ça va, etc. » On va vous laisser tranquille. Et c'est plutôt à vous d'aller vers les gens et leur dire « Voilà, je viens d'arriver, est-ce que vous pourriez m'aider? Je cherche un logement, je cherche un magasin pour faire des courses, je cherche un vélo. » Voilà, c'est vraiment à vous d'aller vers eux. Et là, il n'y a pas de souci, vous êtes super. Alors, pour quel métier le niveau A2 en allemand suffit? Alors, les métiers, je dirais plutôt manuels. Niveau métier manuel? Plutôt, oui, voilà, au niveau A2. Si vous allez sur la plateforme de makeitingermany.com, vous avez justement l'explication des métiers qui peuvent correspondre avec le niveau A2. Alors, autre question, les commerciaux sont-ils un profil recherché en Allemagne? Oui, tout à fait. Oui, dans toutes les régions ou dans des régions particulières? Alors, on va cibler les régions qui sont axées sur l'import-export. Il y en a beaucoup. Mais donc, oui, tout à fait. Là, les commerciaux qui parlent allemand en plus, allemand, anglais, français, c'est recherché. Les commerciaux, c'est bon. Alors, je ne parle pas allemand. Deutsches Sprachdiplom qui date. Compte-t-il encore? Vous avez compris? Alors, oui. Je pars diplôme. Mon allemand n'est pas... Il faudra peut-être... Ça dépend si vous n'avez plus jamais pratiqué, c'est vrai que ça peut être un petit souci. Après, il faut se remettre dans le bain, réécouter la radio allemande, réécouter la télévision allemande. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça va revenir. Mais les connaissances que vous avez acquises avec le diplôme, elles sont toujours là. Il faut réactiver juste les cellules du cerveau et ça va revenir très très vite. En général, quand on est au bout de 15 jours en Allemagne et qu'on parle que allemand en immersion complète, ça revient. Donc n'ayez crainte. Pour l'employeur, on le met quand même et juste dire peut-être que
vous êtes en train de réactiver ou vous avez peut-être besoin d'une formation continue accélérée en langue pour parfaire vos connaissances. Combien de temps faut-il, à votre avis, pour s'adapter au milieu professionnel si l'allemand professionnel n'est pas acquis? Ça va dépendre de la personne, toujours. Ça dépend de chacun, de sa oui, capacité aussi, à assimiler. Voilà, tout à fait. Il y a des gens pour qui ça va sembler très compliqué et pour d'autres pas. Ça dépend de l'environnement aussi. Mais si vous avez vraiment l'envie, la volonté, on se débrouille toujours en parlant en anglais, en français, et puis acquérir le vocabulaire professionnel, ça va vite parce qu'en fait ça revient. Ça va être des termes qui vont revenir très souvent, ça va être souvent les mêmes. Si c'est pas de la négociation, par exemple, il faut vraiment pas, et je pense qu'il faut dire aux personnes de pas se mettre de bâton dans les roues soi-même. Il faut pas se mettre de barrières. C'est la pire des choses que de se mettre des barrières. Il faut y aller, on se prépare bien. C'est comme un coureur qui va faire, je sais pas, un 3000 mètres pendant 8 jours. On se prépare, on s'entraîne, et quand on est prêt, on part. Alors, bonjour, je suis Fatima Ezara Katem. Je travaille au domaine de comptabilité au Maroc. Ma question est, est-ce que le Maroc, en tant que pays francophone, a la chance pour tenter... Alors, est-ce que, en tant que Marocain issu d'un pays francophone, nous aurons la chance pour tenter cette expérience en Allemagne, une expérience en Allemagne? Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez tenter l'expérience. Donc là, il faut faire la demande directement à l'ambassade allemande au Maroc. Mais vous pouvez toujours postuler via la plateforme makeitingermany.com. Si vous avez des compétences qui sont recherchées par l'Allemagne, pas hésiter. Et il faut commencer aussi par apprendre l'allemand. Oui, c'est mieux. Bonjour, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le volontariat? Oui, je crois que c'est 30-35 ans. 30? 35 ans? 30 ou 35 ans, il faudrait vérifier, oui, mais peut-être que ça a évolué avec le corps européen de solidarité. En tout cas, le volontariat franco-allemand, je sais que c'est limité à 30 ans. Il faut aller sur les sites pour aller vérifier, parce que ça évolue aussi beaucoup. Je sais que parfois, il y avait des conditions avec des dates à remplir. Maintenant, toutes les dates sont sautées. On peut s'inscrire quand on veut. Voilà, allez sur les différents sites. Possibilité pour les jeunes diplômés ingénieurs génie des systèmes industriels avec nationalité étrangère non européenne? Alors, c'est plus compliqué, certes, à cause des visas, mais c'est possible. Surtout si l'entreprise donne auparavant une lettre prouvant qu'elle peut le prendre, elle a été intéressée par ses compétences. Ça va accélérer sa demande de visa. Ah, il faut que l'entreprise donne une lettre pour manifester son intérêt pour ces compétences-là. Voilà, quand on a la lettre d'une entreprise qui dit « je suis intéressée par tel profil » et qu'on vient d'un autre pays que l'Europe, ça permet l'accélération du visa. Ça permet l'accélération des visas, mais cette lettre, à condition que ces compétences ne soient pas sur le marché allemand déjà. Ou c'est... Non, si l'entreprise est intéressée par le profil et qu'elle dit « je peux vous faire une lettre pour que vous veniez travailler chez moi », ce qui va permettre l'accélération du visa. Alors, quelle reconnaissance pour les diplômes français, par exemple un master ressources humaines et certification chef de projet digitalisation? Alors, la reconnaissance, elle va se faire par rapport aux besoins de l'entreprise et aussi par rapport à votre expérience que vous avez acquise. Si c'est en anglais, en français et en allemand, on ne sait jamais si vous avez travaillé pour une entreprise allemande. DRH, c'est pas évident, puisque là, vous devez manager des hommes et des femmes en Allemagne selon aussi une méthode allemande, puisque au niveau des ressources humaines, c'est différent en France et en Allemagne. En France, on est beaucoup plus hiérarchisé dans l'entreprise, encore que ça évolue beaucoup maintenant avec notamment la crise sanitaire, mais disons qu'en Allemagne, on va dire que la hiérarchie est plate. Moins dans les institutions, mais dans les entreprises, la hiérarchie est plate. Et donc, tout le monde a accès
peut participer. Il y a ce qu'on appelle la cogestion, qui n'existe pas vraiment en France, où syndicats, patronats sont assis à la table pour discuter des projets qui vont évoluer, et chacun a la parole. Donc ça, c'est quelque chose qu'un RH doit connaître. Quelles sont globalement et rapidement les différences entre la création d'entreprises en Allemagne par rapport à la France? Alors là, je suis désolée, malheureusement, je n'ai pas les compétences pour répondre. Ce serait plutôt la Chambre de commerce franco-allemande qui pourrait vous aiguiller sur ce sujet, puisqu'ils sont sur les deux côtés du Rhin, si je puis dire, ils connaissent la création d'entreprises en France et en Allemagne. Donc j'invite la personne à aller sur le site de la Chambre de commerce franco-allemande. Et est-ce que ce sont les mêmes sites Alors, c'est une question. Je vous devance, madame, peut-être, mais pour faire reconnaître les qualifications professionnelles et diplômes associatifs, ce sont les mêmes sites, les sites que vous donnez, est-ce que ce sont les mêmes sites de reconnaissance de qualifications professionnelles et diplômes associatifs? Alors, diplôme associatif, ça c'est une bonne question. Parce que tous les sites qu'on a donnés, c'est bien pour les qualifications professionnelles, mais pour ceux qui ont un diplôme associatif, est-ce que ça fonctionne aussi? J'avoue ne pas avoir regardé. C'est une très bonne question. Je vais pouvoir le mettre dans ma brochure prochainement. Merci de l'avoir posé. Voilà, alors, bon. Alors, le VIA et le VIE, est-ce que c'est un système français, un système européen? C'est Business France, mais est-ce que c'est uniquement français, étendu à l'Europe, ou est-ce que c'est un système européen à la base? C'est un système français qui est étendu au monde entier. Vous pouvez faire un VIE en Australie, à San Francisco, où vous voulez, là où il y a une entreprise française qui est implantée, une filiale française. Alors, auriez-vous des conseils de structures qui aident les jeunes diplômés ou étudiants à trouver des possibilités de stage ou d'emploi en Allemagne, par exemple l'OFAGE? Vous avez donné un certain nombre de sites pendant... Et oui, même votre brochure en parle aussi. Oui, voilà. Je pense que la meilleure chose, c'est d'aller sur le site de la brochure pour trouver des stages. J'ai répertorié sur... vous la voyez, cette petite brochure. J'ai répertorié des dizaines de sites Internet pour la recherche de stages par secteur d'activité. Donc, j'ai le secteur scientifique, le secteur ingénierie, le secteur santé, le secteur médias, culture. Donc, je vous invite fortement à aller sur ces sites. Ouais. Si vous voyez, ça, c'est comme ça. Vous n'avez que des sites de recherche d'emploi et de stage sur cette brochure au niveau des pages 75, 76, 77 jusqu'à 80. Alors, est-ce qu'il est réaliste de chercher un stage en Allemagne en période de Covid ou chercher pour avoir une chance de succès? De stage, hein, pas d'emploi. Oui. Au niveau des stages, oui. Alors, je conseille... Alors, ça peut être un stage digitalisé. J'ai eu récemment des étudiants et je leur avais dit de marquer dans leur CV qu'ils étaient capables de travailler à distance, puisqu'ils avaient eu des cours à distance, ils avaient une expérience, et qu'éventuellement l'entreprise peut signer un stage, mais du coup qui sera à distance. Ça c'est possible. Certes, c'est pas l'idéal. Il y a des entreprises qui, par contre, exigent que la personne vienne sur place et travaille. Donc, il y a les deux possibilités. J'étais en train de rechercher. Il y avait un site justement qui parlait de ça pour la digitalisation. Oui, voilà. Alors, pour les étudiants, vous allez... Alors, il faut parler allemand, là, pour le coup. Studis, studis-online.de/carrière, en allemand, /virtuelles Praktikum. Donc, virtuelles Praktikum, c'est le stage virtuel. Donc, si vraiment vous peinez à trouver un stage sur place, en présentiel, essayez le stage virtuel. Ça peut être aussi une sortie.
Mais il y a des stages. Allez sur le site, les différents sites. Autre chose aussi pour les étudiants, allez sur le site des universités allemandes qui ont un Career Center. Et sur ces sites, sur ces Career Centers, il y a des offres de stages qui sont ouvertes à tous. Par exemple, l'Université de Munich a ouvert son site pour les stagiaires. Et toute personne qui sait parler allemand a accès aux offres de stage qui sont proposées sur le site de l'Université de Munich. Certaines universités exigent un mot de passe, là, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas, il y en a vraiment beaucoup en ligne. Alors, c'est une question sur le certificat de travail. Est-ce qu'on peut faire traduire un certificat de travail français pour appuyer une candidature en Allemagne? Alors, comme j'ai dit, certificat de travail purement français, non. Ne le traduisez pas, ce sera vu comme un mauvais certificat de travail. Par contre, une lettre de recommandation, oui. Si vous avez des lettres de recommandation, c'est bien ces lettres-là qu'il faut faire traduire et donner à l'employeur. On peut accompagner notre candidature avec des lettres de recommandation d'après des entreprises aux États-Unis et à Malte et en Allemagne? Oui, c'est ce que je viens de dire, tout à fait. Lettre de recommandation. Lettre de recommandation à la place du certificat de travail. Voilà. Je crois que nous avons fini. Alors, une question encore. Est-ce que le domaine IT est fortement demandé? Sinon, quels domaines sont les plus demandés? Ça dépend des régions, comme vous avez dit. Oui, mais en général, oui, tout ce qui est digitalisation, informatisation, là, c'est le grand boom actuel. Et tout ce qui est les MINT-Berufe, vous verrez sur le site, la plateforme de Make It in Germany, par exemple. MINT-Berufe, c'est vraiment tous les métiers scientifiques, l'ingénierie, l'informatique, technicien. Là, c'est très, très fortement demandé. En termes d'imposition, est-ce qu'on est plus imposé en France en tant que salarié cadre qu'en Allemagne? Alors, il y a eu l'APEC qui a fait une comparaison entre la France et l'Allemagne. Et il s'avère qu'en fait, c'était à peu près les mêmes salaires lorsqu'on enlevait les impôts. Par contre, la différence va se faire à l'endroit où vous allez vivre. Parce que si vous êtes cadre à Paris, il va vous rester moins d'argent que si vous êtes cadre, je ne sais pas moi, à Stuttgart ou dans une petite ville allemande comme Tübingen ou Celle dans le nord de l'Allemagne. Ça va dépendre. Là, le loyer, il joue. Le prix du loyer joue. Alors, faut-il avoir... Non, c'est pas ça. Est-il possible, une autre question sur le télétravail, est-il possible de faire du télétravail avec un contrat français tout en vivant en Allemagne? Si oui, comment faire pour la déclaration? Alors là, j'invite la personne à s'adresser à Infobest, le site que j'ai cité tout à l'heure, qui est transfrontalier, parce que là, c'est vraiment quelque chose de particulier, qui relève du droit. Donc, infobest.eu/fr. Une autre question. Faut-il avoir un logement en Allemagne avant de postuler pour un emploi dans un land? Peut-on écrire son adresse en France et postuler pour un poste en Allemagne? Oui, bien sûr. Oui, oui. Et maintenant, les entretiens se font via Skype. On se déplace un peu. Donc oui, bien sûr. Heureusement, vous pouvez postuler à partir de la France. Et la déclaration en mairie pour un citoyen européen doit se faire dans quel délai en Allemagne? 8 jours. 8 jours. Lorsque vous êtes sûr, voilà, lorsque vous êtes vraiment sûr que vous allez vivre dans cette région-là, que vous avez votre contrat de travail, etc., c'est 8 jours. Une autre question. Vaut-il mieux postuler dans un bon anglais ou postuler en un allemand perfectible? Il faut postuler dans la langue dans laquelle vous allez vous sentir le mieux. Parce qu'en fait, l'employeur, s'il est intéressé par votre profil, va vous appeler. Et donc, si vous avez votre lettre de motivation, votre CV en allemand, on part du principe que vous savez vous débrouiller aussi à l'oral en allemand. Et il va vous mener votre entretien en allemand. Donc, si vous ne vous sentez pas très prêt à parler allemand lors d'un entretien et que vous êtes très à l'aise en anglais, préférez l'anglais. Alors, il nous reste 2 questions. L'emploi pour les plus de 50 ans en Allemagne est-il facile?
ça rejoint tout à l'heure ce qu'on a dit. On ne va pas dire que c'est plus facile, mais disons que je pense que, étant donné le manque de main-d'œuvre compétente en Allemagne, c'est peut-être plus, on va dire, j'espère en tout cas que c'est plus simple. Alors, est-ce que je cotise pour ma retraite si je travaille 3 mois en Allemagne avec Erasmus+? C'est une colle. Là, c'est vraiment très précis. Il y a beaucoup de questions qui vont vous aider à actualiser votre brochure. Oui, tout à fait, oui. 3 mois, c'est peu. Erasmus+, normalement, si vous travaillez à l'étranger, c'est validé. Donc, après, le tout, c'est de bien garder toutes ces feuilles de salaire. Le plus important, c'est de garder toutes ces feuilles de salaire pour pouvoir prouver qu'on a bien travaillé à tel endroit dans tel pays. Voilà, c'est la fin de cette conférence. Merci beaucoup, Agnès Carabi, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chargée des relations publiques à l'ambassade d'Allemagne en France. Merci à vous. Merci à vous.